Alors, Kwei, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Ahmed Maherzi, je suis le directeur du bureau de la responsabilité sociale à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et j'ai le plaisir d'introduire cette conférence dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, avant toute chose, je voudrais commencer par reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons. Nous reconnaissons que l'événement d'aujourd'hui se déroule en territoire autochtone qui n'a jamais été cédé par voie de traité. J'exprime aussi mon respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et du futur, et reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés autour du monde. Alors, j'ai le plaisir d'introduire nos deux conférenciers. Madame Lauriane Patiquet, qui est directrice générale au Centre d'amitié autochtone de la TUC et vice-présidente du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Bonjour Lauriane. Oui. Et le deuxième conférencier, Dr Samuel Plein, qui est coordonnateur du bureau de la responsabilité sociale de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et bonjour Samuel. Bonjour, quoi. Donc, Lauriane et Samuel vont partager leur expérience sur la co-construction du plan d'action pour favoriser l'accès des Autochtones aux professions de la santé, plan d'action qui a été co-construit conjointement par le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, les centres d'amitié autochtones de la TUC, de Trois-Rivières et le bureau de la responsabilité sociale de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et adopté par le conseil de faculté de l'Université de Montréal en avril dernier. Avant de céder la parole à nos deux conférenciers, je vais juste rappeler quelques données techniques. Donc, je vais tous vous demander d'éteindre vos micros et par la suite, pour poser des questions, vous pouvez soit les écrire sur le chat et je me chargerai de les communiquer aux conférenciers, ou bien vous pouvez, vu qu'on n'est pas très nombreux, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Voilà, je passe tout de suite la parole donc à Samuel et Lauriane. Bonjour tout le monde. En fait, on se demandait est-ce qu'on allait avoir 7 personnes ou 700 personnes. Bon, on pensait plus proche de 7 personnes, mais on voulait justement adapter un petit peu, mettre en cohérence avec le nombre et le format de la conférence. Donc, puisqu'on est moins d'une vingtaine, donc 19 personnes, peut-être qu'on pourrait à ce moment-là vous inviter à en faire une activité très interactive, hein, avec un objectif qui est justement de partager un peu, parce que Lauriane puis moi, puis c'est un peu ça aussi le propos de la conférence. Lauriane puis moi, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille ensemble à travers différents projets et on veut vraiment illustrer puis un peu partager comment on peut se positionner comme membre de la communauté universitaire et même comme membre des Premières Nations, des communautés autochtones, comme alliés. Donc, alliés, pourquoi? Bien, pour changer un petit peu la donne, changer les inégalités sociales en santé, mais aussi en enseignement. Et donc, de voir comment on peut utiliser, dans le fond, à la fois notre sensibilité culturelle, notre humilité culturelle et notre façon de se positionner et d'être conscient de notre empreinte qu'on a avec l'autre. Donc, peut-être que je vous inviterai maintenant peut-être à ouvrir vos caméras si votre décor, vous le présumez présentable, pour qu'on puisse, même si vous ne prenez pas parole avec vos micros à tout moment, voir un peu vos réactions, voir un peu à travers votre figure et vos visages, votre expérience aussi, parce que vous en avez un temps soit peu, là, chacun d'expérience parmi ces domaines-là. Donc, à tout moment, oui, on veut séparer ça en deux. Une première partie, environ une demi-heure, où Lauriane et moi, on discutera un peu de c'est quoi notre vision de ça, c'est quoi l'historique qui nous a amené à vouloir essayer de, disons, pacifier certains traits de caractère institutionnel qui feraient en sorte que souvent les projets échouent. Et souvent, dans le fond, ils attisent les sensibilités respectives. Et là, ben, même si on fait des plans d'action, des orientations, eh bien là, éventuellement, on n'a plus le goût de travailler ensemble. Puis là, ben, ça fait juste augmenter les enjeux et les conflits. Tandis que d'autres situations, comme celles qu'on a vécues et qu'on vit toujours à la faculté de médecine, de collaboration pour le plan d'action, qu'est-ce qui a fait en sorte un peu que ça a fonctionné? Qu'est-ce qui a fait en sorte que malgré tous les enjeux et tous les conflits potentiels culturels, structuraux et financiers, collaboratifs, on veuille encore, après toutes ces années, travailler ensemble malgré les revers et les différents coups. Donc, Lauriane, selon toi,
quelles caractéristiques ou quelle façon ou quelle posture on doit adopter comme membre de la communauté universitaire pour être un bon allié auprès des Premières Nations? D'abord, là, je pense que si on parle de collaboration, on veut collaborer avec des groupes autochtones, par exemple. Là, ce qu'il ne faut pas oublier, en premier lieu, c'est de bâtir une relation de confiance avec les Premières Nations. Et pour faire ça, ben là, il faut évidemment prendre le temps. Ça prend du temps de bâtir cette relation de confiance-là. Et c'est ce qu'on a fait avec Ahmed et avec l'UDM, les personnes qui ont collaboré avec nous dans cette démarche-là. On a pris le temps. C'est certain aussi que de la collaboration, ce n'est pas seulement de la consultation. Souvent, malheureusement, ça, on est témoin de ça, hein, avec différents ministères ou encore des grands systèmes, le fait qu'ils viennent nous voir, nous disent OK, quel est l'état des lieux, c'est quoi les besoins, c'est quoi, ils viennent consulter. Ensuite, créer leur propre programme, leur propre service selon la consultation qu'ils ont fait. Et pour nous, ce n'est pas de la co-construction. Consulter n'est pas de la co-construction. Puis malheureusement, quand on fait ça, les programmes, ça ne marche pas. Il n'y a pas de peu ou pas du tout de résultats auprès des Autochtones. Et donc, pour être un bon allié, oui, il faut prendre le temps, il faut bâtir cette confiance-là, mais avoir la même vision de la collaboration et de la co-construction. C'est arrivé là, avec un certain ministère, j'en parlais à Samuel, d'un exemple concret là, où est-ce qu'il y avait des bonnes volontés. Eux, ils étaient super habitués de le faire de cette manière-là, de consulter, de proposer et d'adopter. Donc, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont consulté les Premières Nations, des groupes autochtones, des groupes autochtones reconnus, là. Par exemple, Femmes autochtones du Québec, Regroupement des Centres d'amitié. Ils ont créé cette consultation-là, mais sont partis avec ça et dans leur vision à eux, ils ont créé le système qu'ils voulaient créer. C'était, ici, on parle du tribunal spécialisé là, en violence conjugale et sexuelle. Donc, ils sont arrivés avec un programme, une proposition déjà toute faite. Donc, nous, on s'est dit, oh, OK, ce n'est pas ça de la co-construction pour nous. On n'avait même pas la même vision de c'est quoi une co-construction. Donc, on a dû essayer de recommencer, mais la machine était déjà partie. Hein. Donc ça, ce que ça fait dans ces cas-ci, tu brises la confiance. Donc, on se fait instrumentaliser. Ça, c'est des choses qu'on se sent instrumentalisé dans ces cas-là. Donc, ça, il faut faire attention à ça, de prendre le temps de bâtir la confiance. Si on recherche l'innovation, comment on peut inclure les savoirs autochtones dans ce qu'on fait, c'est sûr qu'il faut reconnaître l'expertise des Autochtones, ça c'est sûr et certain. Il faut être prêt à sortir du cadre également. Puis ça, c'est pas évident hein, dans des grosses machines, là, sortir du cadre, des politiques. C'est vraiment pas évident. On a en ce moment des discussions avec le CIUS, MCQ, des grands directeurs, des directeurs de services qui sont là. Et là, on nommait eux aussi que ça, c'est un défi dans un modèle de collaboration, de qu'est-ce qu'on veut faire. Sortir des cadres, c'est un défi, mais il faut trouver le moyen de le faire. Ça, c'est sûr et certain. Et ça nous oblige aussi à se parler, puis ce qu'on peut facilement voir aussi dans des différentes discussions qu'on a, c'est qu'on n'a pas nécessairement le même langage. Donc, le langage que les centres d'amitié, par exemple, adoptent, c'est pas les mêmes que l'UDM ou les CIS, les CIUS. Donc, on essaie de trouver un moyen de comment on va se comprendre à travers ce qu'on souhaite créer ensemble, ce qu'on souhaite comme projet novateur. Donc, d'avoir un même langage, c'est quand même un défi aussi, mais il faut être ouvert à l'autre aussi. Hein? Donc, deux cultures organisationnelles qui tentent d'avoir une vision commune, c'est tout un défi.
c'est un défi. Donc, avoir une vision commune, ça prend du travail qui est collectif, ça prend du temps, ça prend, mais tout ça, comment on arrive à avoir une vision commune, ben ça passe par la confiance avant et c'est beaucoup de défis. En effet. Peut-être pour, disons, se ramener à l'expérience qu'on a eue ensemble là, pour vraiment la partie faculté de médecine, le désir qu'on a reconnu initialement de travailler ensemble, tout ça. Je ne sais pas si on va comprendre, mais qu'est-ce que tu dirais que la faculté, ou du moins les porteurs là, de ces projets-là, Ahmed, moi et d'autres collaborateurs, qu'est-ce qui, selon toi, a bien été fait dans un premier temps, puis on regardera qu'est-ce qui a moins bien été fait par le futur, mais qu'est-ce qui, selon toi, ont été des bonnes pratiques? Puis qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Ce n'était pas comme l'exemple que j'ai donné de juste consulter, proposer un plan tout fait. C'est vraiment ce que j'ai vraiment trouvé ça bien. Et ça, je l'entends encore des commentaires que j'ai des personnes qui ont participé au Forum citoyen. Donc, on donnait la parole aux Premières Nations, aux professionnels de la santé autochtone, aux étudiants. Ça, c'est une étape qui était extrêmement importante. Mais tout au long de la construction du plan d'action, on l'a fait ensemble. Ce n'est pas un plan de l'UDM selon les forums citoyens, c'est un plan qu'on a fait ensemble. Et ça a été très... ça a fonctionné. Ça a fonctionné grâce à ça. Et c'est certain que parfois, les centres d'amitié, les groupes autochtones, quand il y a des crises, par exemple, comme avec Joyce et Echaquan, on avait déjà entamé nos travaux. Ça a pris un peu de temps parce qu'il y avait eu des changements ou encore on gérait des crises. Mais l'UDM nous a attendus. On nous a attendus. Ils n'ont pas forcé à avancer sans nous. Ils ont attendu qu'on arrive et ensuite, on a continué les travaux. Donc, prendre le temps, là, on l'a nommé tout à l'heure, prendre le temps, c'est un très grand forme de respect envers les groupes autochtones. Donc, moi, ça a fonctionné. Donc, est-ce que je pourrais comprendre ça en disant que c'est moins les objectifs ou les actions ou la mission ultime qui est plus importante que de préserver une certaine relation, de s'assurer que l'autre se sent en sécurité, a l'impression que nos discussions sont pertinentes. Est-ce que c'est un peu ça ou est-ce qu'il y a est-ce que c'est de remettre à sa place la reddition de comptes, de remettre à sa place les objectifs institutionnels et de laisser primer un peu la relation ou le dialogue ou je ne sais pas, peut-être que je ne comprends pas, mais... Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est par là c'est par une relation de confiance et c'est par les valeurs aussi du respect, d'échange, d'entraide aussi, là, parce que moi, je ne suis pas une université, j'ai pas de professeurs, d'enseignants ici qui vont enseigner comme vous le faites. Vous avez vos expertises, nous avons nos expertises. Donc, pour être capable d'apprendre mutuellement, nous devons prendre ce temps-là. Et c'est dans le savoir-être. Hein? C'est beaucoup dans le savoir-être. Pour savoir-faire, il faut savoir-être. Donc, c'est ça qu'on a fait avec le plan d'action. On a mis de côté à un moment donné, fallait qu'on se reparle là, parce qu'il y avait eu un enjeu. Mais on a pris le temps de se parler, de s'expliquer, puis de continuer à se parler, puis de réitérer nos volontés. La confiance est rétablie, la confiance était là aussi. Et donc, oui, c'est vrai, il faut vraiment se ramener au plan humain là, pour arriver à bâtir quelque chose qui fait sens et qui fonctionne surtout. Là. C'est ce que tu as raison.
Je pense que c'est l'humain. Je reformule bien ce que tu veux dire, en fait. Ouais. Dans tes mots, OK. du DM. Mettons, veux-tu nous dire en tes mots un petit peu comment tu as trouvé l'expérience en tes mots? Dans mes mots, comment j'ai trouvé l'expérience? En tes mots, là, tu sais, là, de Wemo, là, de Bejuan, là, de Manawan, là. Majinga kiwitan aki expertman genen kaki sknama gwan genen nedangi sknama sa nedangi kaki yama akinha ustab na ki orakin yo stabudan hira armoewin hende garmano hende kaneru munano stabudan aude jaya padas kut aga jibontanok ne kabat negidar manok ujinero mananok sandegot uchedok machabat nerizio karmajik kaner mujik tao ke washek. C'est ça. Avez-vous compris? Non, personne n'a compris. On est très Non, surpris. mais je veux nommer que 95% de la nation Atikamekw parle couramment la langue Atikamekw. J'ai parlé dans ma langue maternelle. Quand j'étais jeune, je parlais que la langue Atikamekw. J'étais très gênée de parler en français. Quand j'étais adolescente, je ne voulais pas parler en français. Je n'étais pas à l'aise de parler en français. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui parlent la langue et ne sont pas à l'aise de parler la langue française. Et puis, c'est ça, vous allez devoir apprendre ma langue pour comprendre qu'est-ce que je viens de dire. Oui, Lauriane, tu m'envoies des vocales occasionnellement en disant « Allez, mets-toi ça dans la tête, là, puis répète-moi-le. » C'est mon professeur, Lauriane. Mais bien que je sois vraiment très débutant, je sais quelques mots, mais sans plus. Donc, OK. Puis, peut-être, comment vous êtes senti? J'aurais le goût d'inverser la classe. Je ne sais pas si c'est une classe, mais d'inverser la conférence. Peut-être juste, on va défoncer le 4e mur, là. Vous, qu'est-ce que vous avez? Bon, c'était pas très long, hein, une petite trentaine de secondes, mais comment vous avez reçu ce que Lauriane nous a partagé? Au niveau de la langue. Une incompréhension, un oui, OK, il y a quelque chose qui se passe. Ah, on vit quelque chose de culturellement insécurisant. Donc, peut-être juste un commentaire ou deux, là, juste en ouvrant les micros là, à tour de rôle. Là, allez-y, exprimez-vous, puis on reprendra après. Là, juste pour pas que vous perdiez votre sens. C'est frustrant de ne pas comprendre. Oui, Julie, oui? Frustrant? Oui. De ne pas pouvoir communiquer dans la même langue. Oui. Moi, j'ai essayé d'écouter plus les intonations, les émotions qu'il y avait dans son discours. Je pense que j'ai essayé de capter ce que j'ai pu. Puis j'étais ravie de voir qu'elle est aussi à l'aise dans sa langue. C'est avec tout ce que les premiers peuples ont vécu, c'est une grande fierté qu'ils maîtrisent leur langue. Oui, puis je pense que, Lauriane, tu me corrigeras, mais je pense que l'Atikamekw est la langue la plus parlée de l'ensemble des nations du Canada. Ça se peut-tu? C'est la deuxième langue la plus deuxième? parlée dans toutes les langues autochtones du Canada. La première, c'est l'Inuktitut. Ah, oui. C'est ça, c'est l'Inuktitut, la première. La langue des Premières Nations, la plus parlée. Oui, c'est bien ça. C'est la deuxième autochtone. Oui. Okay. Josette, vous aviez quelque chose à... En fait, ça se répète un petit peu avec ce qu'Annie a dit. J'ai trouvé ça très mélodieux, très chantant. J'ai trouvé ça joli. Mais effectivement, on ne comprend pas, mais ça va l'air beau. Mais c'est ça, j'aime la musicalité. Oui, vraiment. Mais je trouve que ça apporte toujours une grande humilité pour nous qui ne comprenons pas. Là. Donc, oui, on a le goût de s'en remettre à eux. Hein, on perd le contrôle. Ahmed? Je veux dire que ce matin, il y avait une conférence à l'université et le recteur, dans son mot de bienvenue, a parlé dans la langue de la Première Nation. Oh, quand même. Dans quelle langue? Je pense que c'était Atikamekw. En Inou. Annie corrigera, je ne sais pas. Pour l'événement. Non, c'est en Inou, c'est Yvette Molette qui nous donne des cours. En Inou, oui. OK.
OK, Ouais. super. Quoique les Inuits et l'Atikamekw sont assez proches, hein, c'est comme le portugais et l'espagnol un peu. Je ne sais pas qu'est-ce Oui, que. ben, c'est la même, c'est dans la même famille linguistique, l'Atikamekw, l'Innu, le Kri, l'Algonquin aussi. Moi, je comprends très bien l'Algonquin, l'Innu, le Kri. C'est quand même, moi, j'ai voyagé en Colombie-Britannique cet été pour l'Association nationale des centres d'amitié et j'entendais le cri de l'Ouest, donc pas les cris du Québec, mais de l'Ouest, et je comprenais très bien ce qu'il disait. Donc, la langue, c'est une des preuves que notre identité elle a survécu malgré le passage des pensionnats où est-ce que c'était pour assimiler toutes les Autochtones passant par les enfants. Donc, notre langue, notre culture, notre identité, elle a survécu à travers ces atrocités-là qui fait partie de notre histoire. Merci de vos réactions comme ça, un peu non prévues, là. Donc, merci d'avoir réagi en grand nombre. Presque la moitié du monde ont réagi. Donc, pour continuer, peut-être avec une question un peu plus, puis peut-être aussi, je pourrais moi-même renchérir là-dessus, mais puisque je vois, là, il y a des gens du rectorat, du secrétariat, d'autres facultés qui ont des relations déjà peut-être avec des communautés autochtones, mais Lauriane, quel conseil tu aurais à nous donner, à leur donner pour les personnes ou des facultés qui n'ont pas encore, disons, établi de contact si étroit avec d'autres facultés? Comment faire pour prendre contact, pour aller vers les Premières Nations? Il faut-tu prendre le téléphone, les appeler? Il faut-tu demander à leur organisation? Il faut-tu appeler la commission, le regroupement, le CNA, le ministère, le SAA? Donc, puis c'est une question aux multiples enjeux et réponses, mais comment que tu répondrais à ça, en fait? C'est sûr que dans les premiers contacts, c'est important d'être ouvert d'esprit. Ça, c'est sûr et certain. Puis de ne pas arriver là en expert, mais bien en mode ouverture. J'aimais bien entendre hier, on a eu des rencontres et on a fait une présentation sur des réalités autochtones qui ont un impact sur la santé des gens. Et il y a un monsieur qui a dit, je ne savais pas que je peux pas savoir ce que je ne sais pas. Donc, c'est beaucoup d'humilité. Il faut avoir beaucoup d'humilité quand on va vers des groupes autochtones, être très ouvert. Trop souvent, on tente de créer des collaborations avec certains groupes allochtones, mais avec aucune humilité. Donc, on finit par accrocher et dire, OK, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Donc, hier, quand j'ai entendu un des directeurs dire « Je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas », il savait maintenant qu'il ne savait pas. Donc là, c'est un premier pas, je dirais, quand une personne a cette humilité-là et qui souhaite travailler avec les Autochtones. C'est la base. C'est la base. Nous, on possède des pratiques, on a des expertises. Des fois, c'est même pas reconnu. Donc, avoir cette humilité-là, reconnaître que c'est les Premières Nations qui ont leur propre expertise sur plusieurs points. Ben, ces deux choses-là, là, je pense qu'on peut bien partir sur une première communication quand on va vers les gens. C'est sûr que c'est toujours bien téléphone, courriel, mais c'est toujours mieux en personne. Donc, trouver le temps, ça démontre du sérieux, ça démontre l'importance de votre démarche de y aller en personne. Le contact humain, sachez que les Premières Nations, tout ce qu'on fait, par exemple, nous, les centres d'amitié, on donne des services directs ici. Pour ceux qui ne le savent pas, on a aussi une offre de services en santé et le contact humain
est toujours privilégiée ici. Et pour nous, c'est une valeur qui est extrêmement importante. Donc, dans tout ce qu'on peut développer avec un partenaire sérieux, c'est sûr que des rencontres en personne, on va toujours prioriser des rencontres en personne, surtout si on recherche à bâtir une relation de confiance. Merci des grands conseils. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une opportunité de posons les questions que nous n'avons jamais osé poser. Hein, parce que là, ici, on a une Lauriane qui est vraiment dans une zone de sécurité et de pertinence, qu'on a déjà construit depuis des années. Et donc, peut-être garder vos questions pour la fin, là, mais dans cette période-là, si vous avez donc des questions que vous aimeriez poser à des partenaires autochtones et voir justement, est-ce que c'est recevable ou non? Est-ce que je me positionne, puis en toute humilité, tant professionnelle qu'institutionnelle que personnelle? Donc, gardez ça dans vos notes, là, puis c'est une opportunité qu'on a aussi à ce niveau-là. Peut-être, qu'est-ce que j'ajouterais aussi de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ou du moins qui a été fait beaucoup, puis qui est fait beaucoup par nos organisations, à la fois du réseau de santé, mais aussi du réseau d'enseignement, c'est de rentrer en relation avec un cadre normatif. Hein, Lauriane? Tu aimes ça, des cadres normatifs, toi? Puis c'est souvent... Hein? C'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, puis souvent, Lauriane se sert de moi comme crachoir. Ouais. autant que je me sers d'elle comme crachoir de l'autre côté. Elle arrive souvent, le maudit telle affaire, c'est épouvantable, telle organisation, c'est incroyable. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et donc, puis souvent, puis là, je résume un peu des crachoirs, puis je ne dirai pas tout parce qu'il y a plein de choses confidentielles. N'est-ce pas, Lauriane? Je ne le dirai pas tout. Inquiète-toi pas. Mais le plus irritant que je vois, c'est des réponses d'individus, de personnes qui sont en relation, mais qui transfèrent un message institutionnel. Donc, de dire, par exemple, disons un CIUS quelconque ou un ministère quelconque en disant « Je ne peux pas faire telle affaire » ou « Je dois faire telle action. Est-ce que tu es d'accord à la faire? » sans nécessairement qu'elles aient été consultées comme partenaires et même comme co-constructeurs. Et donc, de voir comment, de se positionner autrement comme défenseur justement de la modification structurelle pour faire en sorte que les relations entre les institutions et les organisations du réseau, des réseaux québécois, puissent être moins insécurisants, moins impertinents. Et donc, de se faire le défenseur, non pas pour avec un conflit disons, de loyauté envers notre institution, mais bel et bien comme un médiateur culturel ou institutionnel, qu'on puisse dire, regarde, ceci est la réalité de l'institution, ceci sont nos objectifs communs qu'on a eus, comment faire en sorte, ensemble, dans notre relation de sécurité et de pertinence, on peut arriver à une solution médiée pour co-construire quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, de se servir du prétexte de co-construction, de création, de créativité commune pour créer quelque chose. Non pas d'essayer de mettre le cercle dans le carré ou le carré dans le cercle, mais faire en sorte peut-être que le cercle puisse devenir une sphère pour qu'il fasse plus sens, une belle image, là, mais créer quelque chose d'autre qui n'existe pas, un lieu aussi qui n'existe pas. On ne veut pas amener les Premières Nations dans nos institutions uniquement. On ne veut pas délocaliser nos services dans les Premières Nations, mais créer un lieu nouveau, sécuritaire pour tout le monde, qui peut héberger un peu de façon désintéressée ou non corporative nos projets. Je ne sais pas, est-ce que ça te fait évoquer quelque chose, Lauriane? Est-ce que ça te dit quelque chose quand je te parle de cadre normatif? Oui. En fait, ça me parle le lieu sécurisant. Donc, c'est un peu les discussions qu'on a en ce moment avec les directions là, du CIUS-MCQ. Donc, créer un lieu de rencontre d'égal à égal où est-ce qu'on est là, puis il faut se dire, il faut qu'on soit capable de se dire nos visions, nos échanges, notre vision commune, de trouver la vision commune, ça c'est ça.
Puis souvent, c'est très facile. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très facile de retomber dans le système quand on est dans la réflexion. Donc, tu sais, avec les cadres, c'est des gestionnaires. Hein? Donc, des fois, quand tu as des cadres, c'est dur de faire de l'innovation, d'innover, de créer une offre de service novateur, par exemple, en santé autochtone. Sans laisser tomber les cadres, sinon on n'aura pas les résultats qu'on souhaite avoir. Un lieu sécurisant. Et puis, dans nos équipes à nous, ce qu'on est en train de discuter puis de réfléchir aussi, c'est qu'il y a deux choses. Hein. Il y a en termes de services, là, mais on peut aussi y penser quand on pense système. Donc, dans nos services, nous, on voit deux types de services. Donc, des services qui sont l'amélioration des services en santé dans un lieu sécurisant. Donc, un peu comme on ne change pas le service, mais on le met dans un lieu sécurisant. Ça, c'est quelque chose que c'est pas notre but, là, en fait, là, mais c'est ce qu'on a dû faire pour commencer, pour que le dialogue ou le service débute entre le CIUS-MCQ et le centre d'amitié via la clinique Anne-Juliane. Mais maintenant, on cherche à savoir comment on peut faire des services, créer des services culturellement pertinents et sécurisants. Donc, dans le contenu, dans le service, dans le comment faire, dans qu'est-ce qu'on inclut comme savoir autochtone dans le service en santé autochtone. Bon, ben ça, c'est ce qu'on souhaite atteindre. Mais quand on travaille avec les Autochtones, il faut avoir cette pensée-là. Est-ce qu'on veut que est-ce qu'on veut rendre accessible, est-ce qu'on veut faciliter l'accès et le mettre dans un lieu sécurisant avec un capteur de l'air où on veut vraiment sortir des camps et favoriser un accès à, par exemple, soit un service ou encore de la formation en santé, mais qui est pertinent aussi. Donc, ça oblige à aller dans les cadres, de peut-être les casser et recoller avec d'autres morceaux qui ne vont peut-être pas avoir la même forme, mais ça prend des gens qui sont capables de laisser leur cadre, leurs différents politiques et cadres qui ont été faits malheureusement pour la population générale et qui ne fonctionnent pas avec les populations autochtones. Oui, puis cette pensée-là que tu viens de dire, Lauriane, pour moi, c'est vrai pour les Premières Nations, mais c'est vrai pour tout humain, au sens que souvent, les problématiques d'accès sont dues à des enjeux structurels, sont dues à des enjeux de la façon dont les services sont faits. Puis, on réfléchit beaucoup aux humanités, hein, de dire, bon, ben comment faire en sorte qu'on puisse humaniser l'enseignement, humaniser les soins qu'on donne. Donc, cette réflexion-là, puis c'est beaucoup comme ça aussi pour l'ensemble des dérives de nos systèmes d'éducation, de santé. Souvent, même la culture et l'héritage autochtone, moi, en tout cas, ça m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de vision, une vision moins linéaire, beaucoup plus holistique, une vision enracinée dans la nature et dans l'essence des choses. C'est beaucoup plus proche d'une culture autochtone que d'une culture biomédicale, universitaire et institutionnelle du réseau de santé. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très riche. Sans aller vers la récupération culturelle, mais dans ce dialogue-là, je pense qu'on peut ressortir gagnant de part et d'autre. Et peut-être pour donner un exemple, au départ, hein, Ahmed, tu t'en rappelles, la première rencontre qu'on avait eue avec le Bureau de responsabilité sociale, de dire, bon, ben, le thème initial, c'était améliorer la santé des Premières Nations. Et donc, dans les réflexions, puis c'est un peu dans cette optique-là qu'on a débuté les discussions. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pas, oui, ultimement, améliorer la santé et le mieux-être des Premières Nations, mais notre rôle institutionnel ou universitaire n'est pas directement la santé. C'est le ministère de la Santé, c'est le réseau de santé et services sociaux et même le réseau communautaire qui ont ces mandats-là.
Donc, on a vraiment raffiné, si on veut, l'objectif commun, qui est celui de favoriser l'accès aux professions de la santé par la formation et l'accompagnement pré-universitaire ou pré-école supérieure. Et après ça, l'accompagnement jusque dans le milieu de pratique et éventuellement la rétention, éventuellement le lien et la pertinence culturelle et la sécurité. Donc, on est parti d'une réflexion de dire notre objectif de notre grand haut objectif était d'améliorer la santé et le mieux-être des Premières Nations et des Inuits au Québec. Et là, on l'a raffiné en disant, bon, notre mandat, ce n'est pas tant ça. Notre mandat est davantage un mandat d'éducation parce que nous sommes une institution d'enseignement, mais nous avons une responsabilité sociale de rendre plus équitable, plus accessible nos services pour tous dans une optique non seulement de diversité, mais de reconnaissance de la différence. Donc, la première étape, c'était vraiment de raffiner notre mission pour pas qu'après ça, on porte l'ensemble des enjeux. Parce que si on se dit, OK, on représente les Allochtones dans l'ensemble de la mission non autochtone, disons, de soutenir les Autochtones pour leur mieux-être, bien là, il y a une confusion. Donc, premièrement, on a rétréci notre mission. Puis deuxièmement, on a une réflexion par rapport aux termes. Tu sais, quand on disait langage commun, tout ça, au départ, on était beaucoup dans l'EDI, hein, équité, diversité, inclusion, de dire les Autochtones, puis là, je vois un petit rictus chez Lauriane, mais les Autochtones font partie de la diversité. Et là, ce postulat-là nous a amené vers une réflexion de dire, bien non, ce n'est pas recevable pour les premiers peuples de faire partie de la diversité, au même titre que les réfugiés, au même titre que l'immigration, au même titre que les minorités visibles, dans l'ensemble, pour deux raisons. Puis il y a beaucoup d'écrits là-dedans, puis c'est vraiment, même au niveau des organisations, c'est important de faire cette différence-là. Première grande raison, c'est qu'il y a une revendication territoriale, puis on l'a bien vu au début, contrairement aux personnes issues de l'immigration, bien, les Autochtones ont une revendication territoriale. Donc, ils ne font pas partie de la diversité au même titre que les autres. Oui, on est tous un peu différents, mais il y a une revendication territoriale. Et le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une notion de peuple fondateur. Donc, ils sont au même titre que les Français et les Anglais et aussi les Autochtones. Ce sont les trois peuples fondateurs de notre nation canadienne. Donc, pour ces raisons-là, raffiner le langage. Ça, c'est un exemple, mais il y a vraiment eu beaucoup là, de réflexion, de travaux, de confrontation par rapport à ça, de précision pour que notre angle de collaboration soit de plus en plus raffiné. Je ne sais pas, Lauriane, qu'est-ce que tu en dis de cette diversité-là? Est-ce que c'est... Ouais, on entend ça souvent, hein? Même dans les CIUS et même dans les réseaux de santé, les réseaux universitaires, puis encore, hein, même à l'Université de Montréal, c'est un peu ça. Souvent, on met ensemble hein, EDI, DRA et tout ça, puis il y a une certaine, au moins pour les collaborations, c'est important de faire la différence d'une part, mais aussi de ne pas mettre ça dans le même panier. Non, puis il y a tellement une réalité qui est différente auprès des Premières Nations. Il y a une réalité historique, il y a une réalité aussi au niveau de la population qui est complètement différente sur les autres diversités, là. Même les Québécois et les Canadiens en général également. Une population, donc, tu sais, tout ça n'est pas tenu compte quand les programmes et les services sont montés, quand les programmes d'éducation aussi sont montés, ce n'est pas toute cette réalité-là, ces spécificités-là des Premières Nations n'est pas... il y a trop une grande différence, là. Donc, c'est certain que nous, on le voit ici, il y a des programmes dans les écoles de francisation pour les personnes immigrées. Il y a des programmes pour les immigrés pour les accueillir dans la ville. C'est pas ça qui les aide, les Premières Nations. Ça veut dire que
que c'est des programmes financés. Des fois, on va mettre les Autochtones dans le même panier. C'est financé, c'est créé par des groupes allochtones, c'est géré par des groupes allochtones qui ne tiennent pas compte ou encore qui ont juste la méconnaissance des réalités autochtones. Et puis, les Autochtones, ben, qu'est-ce qui arrive? Ils ne vont pas dans ces services-là ou quand ils vont, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr et certain que quand un programme est traité d'une façon pareille, comme la diversité, là, j'imagine qu'il y a des plans là, sur le l'inclusion des... C'est quoi donc? EDI, ouais, équité, diversité, inclusion. Ouais. Tu vois, je ne le connais même pas parce que je ne m'y retrouve pas là-dedans. Shame on you. Donc, c'est ça, parce que ça nous rejoint pas, ça ne reflète pas les réalités autochtones. Donc, c'est important d'être conscient de ça. On travaille avec un partenaire là, qui est Carole Lévesque, pour eux qui la connaissent, et elle a énormément, elle aussi, de documentation, d'études aussi sur la question autochtone, urbain et en communauté. Il y a beaucoup de travaux là, qui existent déjà, qui viennent le démontrer. Et on est en 2022 et on en parle encore là, beaucoup, sauf que c'est aux personnes aussi, aux individus à s'éduquer là-dedans là, aussi. Là. Souvent, on va nous envoyer des gens, puis on va nous dire, même la ville de La Tuque, ils peuvent nous dire « Ouais, mais on fait déjà ça, c'est vous qui le faites, c'est vous qui... » Mais c'est une responsabilité collective. Hein? Les réalités et les enjeux autochtones, c'est une responsabilité qui est collective. Les Autochtones font partie de la société. On est plus nombreux que vous le pensez. Puis malheureusement, il y a tellement d'inéquité partout encore. Il y a des cours, des fois on voit des cours qui traite sur les réalités autochtones, mais qui n'est pas donné par un autochtone, qui n'est pas des gens qui ont une méconnaissance, qui ont un plan, une méconnaissance à la question. Ça devient même plus pertinent là, quand on fait ça de cette manière-là. Il faut vraiment le faire d'une bonne manière quand on veut traiter la question autochtone sur quoi que ce soit. C'est ça. Donc, les programmes de diversité, là, ça ne marche pas, ça. En fait, il faut être conscient des enjeux, puis il ne faut pas se taper dessus non plus. Là. En tout cas, je ne sais pas, Lauriane, tu nous tapes dessus peut-être un peu? Non, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Oui, OK, c'est ça. Mais, parce que des fois, on peut se sentir un peu, justement, on est désolé, puis c'est souvent basé sur l'ignorance. C'est souvent pas... c'est extrêmement rare que c'est volontairement malveillant. C'est souvent basé, puis on a tellement d'exemples, on n'aura pas le temps aujourd'hui parce que c'est bientôt la période des questions, mais c'est rarement, puis c'est un peu ça un message aussi comme allié, là, de dire excuse mon ignorance, puis en ayant une relation de confiance, on peut venir valider de façon un peu sécuritaire pour nous aussi, parce que si à chaque fois on est là sur des œufs, c'est correct, qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais pas trop, si on a toujours le peur de se faire rabrouer, ça ne donne pas le goût non plus aux autres collaborateurs d'être des bons alliés. Là. Oui, puis Samuel, il l'a nommé, là, c'est validé un peu. Il m'a appelé quelques fois pour me demander mon avis, puis je pense que c'est aussi réciproque. Moi, je le fais avec Samuel aussi, toujours pour favoriser le dialogue, la vision aussi, puis la compréhension. La méconnaissance, l'incompréhension, c'est vrai que c'est un défi. Oui, on ne remet pas en question la nature de la personne. Hein? Là-dedans, dans une relation de confiance, on remet en question l'ignorance ou la connaissance, la maîtrise de la personne, puis c'est ça qu'il faut raffiner. C'est difficile de changer de personne. C'est beaucoup plus facile de raffiner puis d'augmenter notre sensibilité, notre conscientisation, notre compétence culturelle et éventuellement pouvoir être un agent de changement aussi. Là, il reste à peine 15 minutes. Sûrement que vous avez une liste de 18 questions chacun que vous avez toujours voulu poser dans ces 15 minutes-là.
peut-être que je finirai cette partie un peu plus, on ne dirait pas formelle parce qu'on est assez dans l'informel dans la discussion, mais un peu plus émissive de la conférence pour dire que un des gros enjeux, c'est que vous vous êtes fait tellement consulter par le passé depuis 40 ans, 100 ans, même pas que c'est pas 100 ans, depuis une vingtaine d'années, là, vous avez été beaucoup consulté dans d'innombrables projets et beaucoup des projets vont rester au niveau de la concertation, des plans d'action, mais n'ont pas été opérationnalisés. Fait qu'une des grosses responsabilités qu'on a, je pense, ici ensemble, c'est pour la Faculté de médecine à tout le moins, c'est de mener à bien la mise en œuvre de ce plan d'action-là dans une dynamique de co-construction et de toujours reconnaître c'est qui le porteur, c'est qui le partenaire, c'est qui le collaborateur, c'est dans quel objectif. Est-ce qu'on est encore dans la mise en œuvre, malgré le temps, toujours dans une dynamique ouverte de co-construction et de dialogue. Fait que c'est vraiment ça notre, en tout cas, moi, mon souhait, puis je pense qu'il est vraiment partagé aussi avec les porteurs de ce plan d'action-là, qui est co-porté avec des collaborateurs autochtones. Puis peut-être dire aussi que l'adaptation n'a pas sa place. Quand on adapte des programmes, quand on adapte des services, quand on adapte des organisations, on manque une grosse étape, c'est celle de la lecture commune du contexte. On saute cette étape-là. Si on dit, je vais adapter un service aux étudiants, par exemple, ou je vais adapter un programme, ça sous-entend qu'on part du programme existant et on va l'adapter culturellement. Et si le paradigme est différent, ça veut dire qu'il faut il faut vraiment reculer d'une étape supplémentaire et se gréer, se doter d'une vision commune. Et de cette vision-là, nous partirons pour faire un service, un soin ou une organisation qui va s'asseoir sur cette vision commune-là. Donc, la nuance est fine, mais on va beaucoup plus aller vers la mise en cohérence culturelle, l'adéquation entre la culture et les besoins réels lus par... Ça ne veut pas dire que c'est juste les Premières Nations qui peuvent avoir une vision réelle de leurs enjeux. Hein, on peut être là aussi en soutien, mais il faut vraiment aller une étape préalable et avoir une vision commune de ça et ne pas être dans l'adaptation de l'institution. C'est une nuance qui est très subtile, mais en même temps, c'est fondamental parce que ça va faire en sorte que, contrairement à avoir un sentiment d'être instrumentalisé, les Autochtones vont pouvoir, les personnes autochtones vont pouvoir avoir l'impression, pas l'impression, mais être partie prenante de cette co-construction-là. Donc, 15 minutes. Ahmed, est-ce que tu as reçu des questions ou tu en as une toi-même? Non, j'en ai 3 petites questions moi-même. En fait, c'est des questions en rapport avec le partenariat d'égal à égal, la relation de confiance. Alors, la première, c'est juste pour parler des précisions de Lauriane. J'étais dans un colloque international la semaine dernière. Il y avait une collègue de Saskatchewan, voilà, qui parlait un peu de toute l'approche par rapport au partenariat avec effectivement les communautés autochtones. Et elle avait dit que l'une des choses les plus importantes, c'est lorsqu'on se présente dans le cadre de la discussion avec un collègue ou un partenaire autochtone, surtout d'abord se présenter comme citoyen, donc dans la société, se présenter en père de famille, ou je suis comme ça, marié, j'ai 3 enfants, je suis de nationalité tunisienne, je dis comme ça, et après laisser en deuxième les titres universitaires. Donc ne pas immédiatement se présenter dans le sens mon titre universitaire pour ne pas montrer un peu ce top-down. Donc ça, c'était un peu, je vais avoir ton avis par rapport à ça. C'était marrant parce que par ensuite, tous les restes des colloques, chaque fois qu'on discutait, intervenaient en se présentant, non pas, en plus c'était des internationaux, en se présentant par rapport à le volet de citoyenneté civile. Ma deuxième question, c'est par rapport au partenariat. Notre responsabilité sociale en tant que faculté d'université, c'est au fait aussi d'inspirer par nos modèles, au fait, disons, d'être toujours d'inspiration en dehors de nos murs facultaires et universitaires. Donc, je voulais un peu voir de ton côté, est-ce que notre modèle de collaboration, tel qu'on a initié ensemble, est-ce que pourrait être un modèle inspirant par rapport à un partenariat avec d'autres universités, avec les politiques, avec les responsables des RUIS, etc. Ma troisième question, ce matin, on a beaucoup parlé de réconciliation et d'étapes de réconciliation. Est-ce que notre expérience de partenariat peut contribuer un peu à la réconciliation? Oui, il y a 3 questions ici. Moi, quand on se présente,
ce que tu apportes, je trouve ça très bien. Même moi, souvent, je le fais là aussi. Là. Puis c'est vrai que quand on se présente, en tant qu'humain en premier lieu avant ton titre, c'est une bonne pratique selon moi parce que tu laisses tomber un premier mur invisible. Tu parles à une personne, tu parles à une personne en premier, tu te présentes en tant que personne. Donc, la personne devant toi, l'Autochtone devant toi, va s'adresser à la personne. Ça va avoir l'impression qu'il s'adresse vraiment à une personne et non une institution. Parce que souvent, le titre, on l'associe avec l'institution. Donc, qu'est-ce que l'institution peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'on a à dire à l'institution, sachant qu'une institution peut changer de cap, puis ça va prendre 25 ans. On sera, donc, c'est ça. Donc, oui, l'humain, se présenter en tant qu'humain avant le titre, je trouve que c'est une bonne façon d'entrer en contact avec des groupes autochtones. Le partenariat égal à égal, ça fait référence beaucoup à la reconnaissance. Reconnaître que ton partenaire a ses expertises, reconnaître que ne pas arriver dans un collaborateur en disant j'ai une responsabilité sociale, j'ai des responsabilités, c'est moi qui dois faire ça et non toi. Je l'entends des fois, c'est ce langage-là un peu partout. Là. Et ça brise un peu ça brise. En fait, le partenariat égal à l'égal, c'est pas égal à égal. Donc, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dans les discussions, quand on s'exprime, le partenariat égal à égal, reconnaître l'expertise de l'autre, mais dans tous les niveaux. Là. Et puis, pour la deuxième question qui était partenariat par rapport à le modèle inspirant, c'est ça? Disons, mettons, avec l'UQTR, avec d'autres, souvent, tu m'as lâché, tu m'as dit, Lauriane, si les partenaires étaient tous conscientisés ou utilisaient ce modèle-là qu'on est en train de créer à l'UDM, ça serait différent. Donc, un peu Ahmed, il nous demande est-ce que c'est un modèle qu'on peut utiliser pour d'autres lieux, tant universitaires que dans le réseau? Oui, absolument. Je pense que oui, tant universitaire que, par exemple, dans des services directs, on veut réorganiser un service, je pense que oui, c'est un modèle inspirant. On m'en a parlé aussi, hein, je tiens à vous le dire, on travaille sur les enjeux de transition en santé et ce modèle-là, cette façon de faire-là, on m'a demandé pourquoi on ne s'inspire pas de cette façon-là parce que ça avait vraiment du sens là, dans tout. Puis débuter avec des forums citoyens, le modèle de forum citoyen, ça je l'ai entendu. Donc, oui, un modèle inspirant. Et oui, on commence à me parler aussi de ce plan-là. On me pose des questions par d'autres personnes qui travaillent avec d'autres universités, par exemple, une personne qui est étudiante là, à l'UQTR et qui s'implique. Bien là, elle nous a demandé, je peux-tu avoir une copie de ce plan-là? Je veux le présenter. C'est inspirant. Il faut que les choses changent d'une bonne manière. Donc, oui, ça peut être un modèle inspirant. Ça inspire déjà, en fait. Et au niveau politique également, là, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais demandé que ça soit diffusé en ligne hein, quand on a fait le dévoilement. Et au niveau politique, il était déjà très intéressé. J'ai reçu des messages d'un certain ministère en disant on peut très certainement financer des initiatives parce qu'ils étaient convaincus à cause de la manière qu'on a co-construit ce plan-là que ça répondrait vraiment aux besoins de la population autochtone. Donc oui, au niveau politique, ça fait des échos également. Puis ça, tout ça repose sur comment on l'a travaillé ensemble. Wow. Sandrine? Oui, bonjour. Je suis Sandrine Charmois et je travaille à la faculté de pharmacie.
pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que Madame Petitquet, évidemment, je suis enchantée. Puis je pense que M. Blanc, on ne s'est jamais rencontrés. Donc, moi, j'ai une question. Peut-être, ce sera peut-être plus Samuel qui pourra me répondre, je ne sais pas, ou Ahmed. J'ai bien entendu ce que vous disiez sur de ne pas arriver avec un cadre normatif, de ne pas arriver avec alors nous, on ne peut pas faire ça, mais on aimerait faire ça, et puis de venir comme non pas effectivement repenser des programmes, mais comme les reconstruire, les déconstruire, les reconstruire ensemble. Et moi, je me pose la question, comment est-ce que vous avez pu faire, comment est-ce que vous faites, parce que je pense que c'est toujours en discussion, pour travailler, pour naviguer ça avec votre ordre, les comités d'agrément des programmes en santé. Parce que nous, c'est une des réflexions qu'on a d'abord. On est vraiment dans une phase on est très, très, très loin là, dans la genèse. Là. Donc, c'était un petit peu ma question. Comment est-ce que vous avez pu faire, si vous avez pu faire quelque chose déjà, là, ou comment est-ce que vous allez le faire? Je me risque peut-être une amorce de réponse, puis c'est un peu pour prolonger ce que je disais tout à l'heure par rapport à la reconnaissance, la lecture commune du contexte. Le rôle de l'université, historiquement, c'est l'enseignement, la recherche et peut-être certaines causes sociales, mais la responsabilité sociale est assez nouvelle. Peut-être Ahmed, tu pourras en parler un peu plus, mais de plus en plus, on reconnaît un rôle de responsabilité sociale et ça veut dire d'aller au-delà de la vision traditionnelle de l'enseignement et de la recherche. Et pour ça, il faut avoir une lecture commune. Lecture commune, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure, de dire l'objectif, ce n'est pas d'améliorer le mieux-être ultime. Ultime, oui, mais ce n'est pas notre rôle direct. De dire, par exemple, on a une mission différente, mais on a des choses qui s'imbriquent. Comme par exemple, le fait de dire, si on veut améliorer l'accès aux professions de la santé au niveau de la formation et de la recherche, il faut en amont travailler à la persévérance scolaire, à favoriser les conditions de vie générales des familles autochtones en communauté, en milieu urbain, reconnaître, pas la diaspora, mais l'étalement des communautés, la mobilité entre les deux. Donc, tous les enjeux communs, dans le fond, à toutes les personnes autochtones, des reconnaître conjointement et sans nécessairement être un acteur direct sur la formation et la persévérance scolaire initiale, mais au moins favoriser et s'impliquer là-dedans, d'une part. Et inversement, de voir comment, auprès de notre collaborateur autochtone, parce que les centres d'amitié, ils n'ont pas de mandat de formation directement d'enseignement puis de recherche. Par contre, ils ont un engagement, de par leur mission, indirect du désir d'avoir des ressources humaines, le fait d'avoir des services pour le mieux-être global, intersectoriel de leur communauté, de pouvoir évaluer leurs programmes, leurs retombées. Tout à l'heure, Lauriane parlait de Carole Lévesque et des chercheurs, mais pour eux, de reconnaître l'importance de notre rôle. Donc, d'abord, c'est pour pouvoir, parce que sinon, si on dit, OK, comment faire en sorte pour que mon ordre professionnel reconnaisse cette chose-là, si on pense de façon très étroite, on va se buter à des enjeux structuraux et normatifs. Tandis que si on le voit de façon générale, de dire, nous sommes, tout comme les centres d'amitié, un acteur social, un peu plus global, et on reconnaît c'est quoi notre rôle respectif. Et là, quand il sera le temps d'aller s'asseoir, par exemple, avec les ministères, d'aller s'asseoir avec l'agrément et tout ça, on se rend compte, puis là, ça a tombé très bien aussi au niveau des conjonctures. L'AFMC, l'Association des facultés de médecine du Canada, a reconnu déjà le point 1.1.1 que la responsabilité sociale était non seulement une mission, mais était nécessaire à recevoir l'agrément, mais aussi que le thème des inégalités sociales en santé et en éducation des Premières Nations était aussi au premier plan. Fait que on n'a pas dû vraiment défoncer le cadre, mais de ensemble monter à ça, puis d'être enraciné et en lien avec des collaborateurs terrain, ça, c'est infaillible pour les enjeux de gouvernance et les normes. Quand ils voient que parce que les gestionnaires, les hauts gestionnaires ont toujours des enjeux d'application de leurs normes. Donc, on vient aussi avec une certaine solution, une modus operandi qui fait beaucoup plus de sens pour eux. Je ne sais pas si, Ahmed, tu veux ajouter un petit mot là-dessus. Rapidement, parce qu'il y a Annick qui va poser une question. Moi, juste 2 points, Sandrine. Le premier, c'est que quand on est parti voir, on est allé discuter avec les centres d'amitié, on n'est pas allé avec un projet. On est avec une problématique facultaire qui est la sous-représentativité, et donc c'est un impact sur la santé
d'une communauté qui fait partie de la communauté du Québec. Et donc, on est parti sur ça, et c'est ensemble qu'on a terminé la question de recherche qui était comment favoriser l'accès des Autochtones et tout le projet. Donc, je pense que la première chose, c'est on est allé sans papier. Vraiment, on est allé sans papier, sans projet. Le deuxième point, hier, on était en agrément, cette semaine, on était en agrément, et entre autres, il s'était posé la question, et je peux t'assurer que par rapport aux admissions, ils ont beaucoup apprécié l'approche Forum citoyen qui a conduit un plan d'action conjointement, où il y a eu des actions en lien avec les admissions, etc. Donc, c'était vraiment, en tout cas, la réponse du président de jury était dans le cadre de question. Je suis très satisfait par rapport au processus qui a été mis en place. Annie, Merci. Merci, Ahmed. Merci, Samuel. on peut en discuter Grand plus. plaisir, Sandrine. On peut rester On après. en discutera certainement, mais ça, ouais, ce sera en temps voulu. Je veux juste dire, je suis d'accord avec Samuel quand il parle de recherche, de documenter. Nous, c'est un peu notre façon aussi de faire quand on recherche à faire autrement, à innover, à donner des services culturellement pertinents. Bien, on trouve le moyen de documenter, puis c'est pour ça qu'on a des partenaires en recherche avec Carole Levin, de le documenter, de le faire pour que ça soit reconnu, puis ensuite, tranquillement, en faisant des initiatives comme ça, en se donnant le droit de le faire aussi, on vient... selon moi, ce qui va se passer, c'est que tranquillement, il y a des politiques qui vont changer, il y a des cadres qui vont aussi changer, revus, bonifiés ou juste enlevés et refaits. Ça, c'est notre rêve, hein, de tout enlever puis reconstruire. Mais la documentation, c'est extrêmement important et de plus en plus, on est capable de démontrer que faire autrement puis créer des services ou des façons de faire qui sont pertinents culturellement et que ça fait du sens pour les Autochtones, on obtient des résultats concrets et des résultats extraordinaires. Là. Je pourrais vous en parler pendant longtemps là, parce qu'on a plein d'exemples ici qu'on peut voir. Là. Si j'ai juste Neroski en tête, Samuel le connaît quand même très bien. Puis il est venu sur place. Et puis, j'avais oublié de répondre à ta question, Ahmed, sur est-ce que ce plan-là répond en quelque sorte aux volontés puis aux demandes là, de réconciliation et au plan d'action, au plan de réconciliation, vérité-réconciliation, puis tout à fait. Moi, je dis que oui, tout à fait. C'est des initiatives comme ça qu'on va vers la réconciliation. C'est toute une démarche, c'est une responsabilité qui est collective. Ce n'est pas seulement aux Autochtones de dire de décider qu'ils se sont réconciliés avec les peuples allochtones et les structures aussi, hein, parce que réconciliation, ce n'est pas juste entre deux personnes, c'est aussi des systèmes, c'est une responsabilité qui est collective à l'échelle du Canada. Donc, les facultés, c'est très certainement, doivent aussi emboîter le pas vers la réconciliation. Donc, un plan comme celui-là ne peut pas rester juste comme un plan. Il faut avancer dans ce plan-là. Donc, on va avoir des résultats, ça c'est certain donc, c'est sûr que ça répond à cette journée-là qui est la journée vérité et réconciliation. Lauriane. Merci, On va prendre Annie comme dernière question. Bien, si vous avez le temps, parce que moi, j'ai le temps de continuer encore quelques minutes. Puis, bien, tout d'abord, Koué, et surtout, merci, Miigwech, de partager tout ce savoir expérientiel avec nous. C'est extrêmement enrichissant. Puis je suis contente de voir plein de collègues prendre des notes comme moi, puis continuer d'apprendre sur le chemin du partenariat avec des communautés autochtones. Moi, j'ai une vision plus large de mon point de vue au rectorat et je vois qu'il y a eu énormément d'évolution dans les relations, dans les partenariats et entre l'université et des partenaires de communautés autochtones. Je trouve ça vraiment positif. Je voulais demander à Mme Petitcoué comment, puis vous m'avez ouvert la porte en parlant des rêves, comment vous voyez, qu'est-ce que vous
aimeriez voir dans les 5 prochaines années? Comment vous aimeriez voir la relation évoluer particulièrement avec l'université? C'est très certainement dans les 5 prochaines années, 5 ans, ça va vite, là. Puis en même temps, ça va pas vite. Les changements ont l'air d'être plus longs, même si le temps avance vite. Mais en 5 ans, moi, ce que j'aimerais voir, c'est davantage de projets collectifs, mais avec au cœur la reconnaissance des savoir-faire autochtones en matière de santé. Aussi. Donc, dans l'éducation, dans les programmes pédagogiques, on doit pouvoir reconnaître l'importance des savoir-faire autochtones, que ce soit en intervention, beaucoup en intervention, là, donc, il y a un impact là, sur la santé globale des Autochtones. Nous, ici, c'est sûr qu'on tente de bien le documenter pour bien le prouver que ça a un impact assez considérable sur la santé globale des Autochtones quand on met en place un service avec une vision de santé holistique là, auprès des Autochtones. Le savoir-faire des Autochtones, de savoir être aussi avec les valeurs autochtones. Donc, moi, dans les 5 prochaines années, je souhaite voir ça davantage, que ce savoir-faire-là soit reconnu là, dans le système, dans le gros système de l'éducation. Merci beaucoup, Lauriane. Je pense qu'on va terminer sur ces mots de Lauriane. Merci, Lauriane. Merci, Samuel. Merci à vous tous ici présents pour avoir contribué un peu à cette discussion. Et je pense qu'on est vraiment sur la très bonne voie pour contribuer davantage à la réconciliation. Merci à tous. Merci. Merci. Igwet. Merci à vous. Merci, Ahmed. Merci, c'est un succès, là. Merci. Je vais poser ma